tous et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur l'actualité nationale et internationale avec mes chroniqueurs qui sont des hommes des médias, des analystes. Donc avec eux, nous refaisons l'actualité pour vous. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux sujets au plan national. Il s'agit de cette désignation à problème des députés donc, qui vont siéger à l'Assemblée de la transition. Nous allons revenir sur un ensemble d'événements qui ont marqué donc, ces désignations-là. Et puis, second sujet, nous parlerons de la situation sécuritaire à Djibo. Vous avez dû certainement en entendre parler. À Djibo, il y a des problèmes. Nous allons donc revenir sur ce sujet-là qui est aussi important pour nous. Et puis, troisième sujet, on parle là de la Côte d'Ivoire où le dialogue politique s'est tenu avec cette demande de l'ensemble de la classe politique que le retour de Blé Goudé, Charles et de Soro Diom. Nous allons en parler avec mes invités qui sont sur ce plateau. Maître Kielem Apollinaire de Tambela, qui est donc avocat inscrit au barreau et président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être sur ce plateau. Et puis Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste en ce moment, il est enseignant à l'ISTIC. Merci d'être sur ce plateau. Et puis juste à la gauche d'Ali, Lébouré Zancé Crépin, expert en communication et sécurité. Merci Zancé d'être là pour la seconde fois sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin-Concebo, le chroniqueur média, président du SEC de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens, donc avec eux. Et puis vous aussi, vous avez l'occasion donc dès maintenant d'appeler, vous inscrire et nous vous rappellerons pour prendre votre intervention parmi les sujets qui vous auront marqué. Alors, premier sujet, donc, la désignation à polémique. On a vu des pugilats ici, on a vu aussi des contestations là, des députés. Qu'est-ce qui se passe au fond? Qu'est-ce que la charte avait prévu, Zancé? Merci encore une fois de plus de revenir sur des questions existentielles et très sensibles de notre pays. Vous avez dit qu'on est arrivé jusqu'à des pugilats, ça ne fait pas honneur. Mais ce sont des choses sur lesquelles nous devrons nous apaisantir pour comprendre que notre pays souffre. Et lorsqu'il faut aller siéger à l'Assemblée législative de la transition pour réfléchir sur des questions dans le but de sauver ce peuple, de libérer le pays de l'insécurité, de la nébuleuse terroriste, et que d'ores et déjà les gens se battent, il y a problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a problème? La charte de transition précise qu'effectivement, dans la constitution de cet organe qui est l'Assemblée législative, il est important que les gens ne soient pas membres des partis politiques, surtout ce qui concerne les forces vives de la nation dans la désignation des représentants au niveau des régions. Malheureusement, l'appréciation du vulgum pecus, de l'opinion populaire, ne peut pas être pareille que les technocrates qui se sont réunis pour rédiger la charte. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, le gouvernement est constitué avant qu'on ne procède effectivement à la constitution de l'Assemblée législative. Or, dans la constitution du gouvernement, on voit clairement qu'il y a des caciques de certains partis politiques qui sont aux affaires. On ne peut pas donc comprendre par analogie qu'il y a des gens qui se retrouvent au gouvernement, qui est l'exécutif, qui se retrouvent être membres de partis politiques et qui n'ont même pas lâché prise, qui travailleront pour le gouvernement et au niveau de l'Assemblée législative, les gens. Donc c'est légitime. Mais est-ce qu'il n'y a pas une précision à faire à ce niveau? Oui. Ceux qui sont à l'Assemblée ne sont pas tous concernés par cette restriction. Il est dit que ceux qui sont les 13 qui viendront des 13 régions devront pas être des partis politiques ou encore de mouvements politiques. Bien Mais sûr. pour le reste, les partis politiques ont désigné les autres partis politiques. Et en réalité, c'est la grosse difficulté. Parce que quand vous prenez les régions, si vous prenez une région qui regroupe 3 provinces ou 4, comment est-ce que vous arrivez à désigner ces personnes sur la base de la probité morale d'abord? Même si la personne n'est même pas d'un parti politique ou a démissionné, l'étiquette reste toujours dans l'esprit de l'opinion publique. Et ça, vous ne pouvez pas les enlever. Et ce sont ces dimensions-là qu'il faut tenir compte dans l'application de tout ce qu'on pose comme acte pour désigner. Et si on ne peut pas en arriver, voilà pourquoi il était impératif que le MPSR s'assume pleinement dans des prises de décision qui ne vont pas amener les gens à se rentrer dedans. Parce qu'on sait très bien que les gens ne vont pas à l'Assemblée législative pour la plupart du temps pour réfléchir pour la nation. Ils partent parce qu'il y a des indemnités, ils partent parce qu'il y a des émoluments. Malheureusement, tout le monde, personne ne va permettre à son camarade d'aller siéger là-bas parce que simplement on dit non, que tu n'es pas d'un parti politique. Alors qu'on sait que tu as travaillé longuement ou peut-être que tu as été avisé à temps, tu as démissionné comme certains ont démissionné rapidement de la mouvance présidentielle pour se retrouver aujourd'hui ministre des Sports quelque part. Alors, Ali, quand on regarde les faits, le problème ici, c'est moins le fait que les gens soient en compétition,
que le fait qu'il y a des candidats, des personnes désignées, mais qui sont manifestement membres des partis politiques ou de mouvements. Est-ce que ce n'est pas ça qui est le problème? Moi, oui, je pense que c'est ça le véritable problème, c'est la question d'être membre de partis politiques ou bien être politicien. Qu'est-ce qu'on met dans ces notions-là? Celui qui a démissionné d'un parti politique, est-ce qu'on peut encore le considérer comme membre de ce parti politique, ou bien quelqu'un qui vient, mais on a bien dit qu'ils viennent à titre personnel, pas pour défendre leur groupement politique ou bien leur parti politique. Donc s'ils sont désignés au niveau d'un certain nombre au niveau de la région, au niveau de la province, je crois que les gens en province ou en région, ils se connaissent beaucoup mieux qu'en ville. Donc, ils connaissent mieux les personnalités qui sont là. Ils savent mieux les gens qui sont à mesure de les défendre au niveau de l'Assemblée législative de la transition. Mais il reste tout de même quand même que le mot politique, politicien, parti politique, sera un mot qui va être utilisé pour éliminer un certain nombre d'individus ou bien pour adouber un certain nombre de personnes. Mais je pense que dans tous les cas, les Burkinabés ont intérêt, parce que nous retrouvons dans une situation assez difficile, les Burkinabés ont intérêt à ne pas trop jouer sur les mots, parce que à trop jouer sur les mots, à trop regarder le lait de très près, on va finir par y voir des poils dans le lait, quoi. Donc il faut quand même de temps en temps que les Burkinabés soient capables de s'élever et puis permettre à ceux qui sont capables de bien diriger l'Assemblée. Mais oui, d'accord, mais il y a au moins une charte qui est là, il y a des règles du jeu. En tout lieu, il y a des règles du jeu. Oui, les règles disent qu'on ne peut pas, quand on veut être député désigné de la région, on ne peut pas être affilié à un parti politique ou à un mouvement politique. Oui. C'est suffisamment clair. Maintenant, pour le reste des entités, on peut être d'un parti politique, on peut être désigné par l'ex-majorité ou l'ex-opposition, ça ne pose pas de problème. Mais c'est ce qui a été fait. Mais si le monsieur, pendant la campagne électorale, il a battu campagne pour un parti politique X ou Y, les gens l'assimilent directement membre de ce parti, puisque les gens font la confusion entre être adhérent et être militant, entre sympathisants, tout ça, les gens ne font pas de différence. Donc le gars, probablement, s'il a battu campagne pour le CDP, pour le MPP, pour Agir Ensemble ou pour n'importe quel parti politique, pour eux, il est militant de ce parti politique. Donc s'il revient pour être membre, pour solliciter encore la population, pour être membre de l'Assemblée législative de transition, les populations n'arrivent pas à faire le distinguo. Donc c'est ça qui est le véritable problème. Il faudra peut-être réécrire ou bien revoir les choses pour que les textes soient assez précis. Mais c'est déjà tard apparemment. Mais cette situation, comment on fait? Il y a des gens par exemple qui ont battu campagne lors de la campagne dernière, la présidentielle, qui sont peut-être même affichés avec des mouvements politiques, mais qui, au fond, peut-être n'ont pas de carte ou n'ont pas de carte d'affiliation, etc. Comment on fait alors que la charte dit qu'il ne faut pas être affilié à... C'est que la charte a été mal rédigée. Parce que nous, les juristes, quand on rédige un texte, on anticipe sur les conflits ultérieurs. C'est comme ça qu'on rédige un texte. Dans ce que vous dites ici, là, il lui suffit de dire n'avoir jamais appartenu à un parti politique. Et c'était simple. Et là, ça mettait à l'écart tous ceux qui ont appartenu à des partis politiques, mais qui ont démissionné, etc. Donc, si on ne voulait pas de faire la mettre, n'avoir jamais appartenu à un parti politique. Et là, c'était clair. Donc, quand vous élaborez des textes qui ne sont pas clairs, là, nécessairement, vous allez donner lieu à des interprétations. Ou alors, deuxièmement, il lui fallut prévoir un organe de conciliation et de médiation en cas de conflit dans la désignation des représentants. Est-ce que cela a été prévu? Voilà. Il fallait prévoir, au cas où on n'arriverait pas à trouver une entente, voilà comment on procède. Voilà. Je sais que dans notre tradition aristocratique, quand il fallait choisir un chef, il y avait toujours une commission pour cela, au cas où il n'y aurait pas d'entente. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, vous savez que l'intérêt prime partout. C'est pour ça que je me suis toujours battu pour qu'on revienne à la situation de l'Assemblée nationale sous la Deuxième République. Sous la Deuxième République, les députés n'avaient pas de traitement particulier, ils avaient seulement des indemnités de session. Et nous avons eu des députés de valeur. Or, à partir du moment où il y a une certaine rémunération qui est consistante, qui va au-delà de ce qu'on perçoit dans la fonction publique, nécessairement il y aura des guéguerres. Parce que qui va se mettre derrière? Alors que si on avait opté, comme le comité de réflexion avait proposé, pour des députés non rémunérés,
mais seulement pour le paiement des sessions. Alors, on aurait eu déjà moins de guéguerres dans le choix, n'est-ce pas, des députés de la transition. Et ensuite, on aurait eu des gens vraiment plus engagés dans les candidatures. Mais à partir du moment où vous savez que c'est rémunéré, mais nécessairement, il y aura des... Il y a des gens pour qui, n'est-ce pas, pendant percevoir, n'est-ce pas, le traitement d'un député pendant 3 ans, mais après, tu peux partir à la retraite tranquillement. Alors donc, ici, je rappelle c'est l'article 23 de la Charte qui dit, au niveau de l'énumération de la composition de l'Assemblée législative de transition, 13 personnalités non affiliées à un parti ou mouvement politique désigné par les forces vives des régions, soit une part. C'est pas clair, là. C'est ce que c'est pas clair. Non affilié, ça veut dire quoi? Moi, je pouvais être dans un parti politique et puis je démissionne. Voilà. Ou alors il fallait mettre n'appartenant pas à l'organe dirigeant d'un parti. Ou bien n'ayant jamais appartenu à un parti politique. Voilà. Mais non affilié, là, ça ne veut rien dire. Hier, je pouvais être affilié et aujourd'hui, je ne suis plus affilié. Mais est-ce que aussi, en disant n'avoir jamais été, c'est condamner tout le monde? On peut avoir milité et puis après ne pas être militant. Ça dépendait de l'optique recherchée par les rédacteurs de la transition. Voilà. Pour être clair, on pouvait choisir d'écarter, de mettre de côté un certain nombre de personnes. De toutes les façons, en période normale, de vie constitutionnelle normale, les politiciens ont leur part. Voilà. Ils compétissent, etc. Mais nous sommes dans une période, un peu de crise, de transition. Une période qui n'est pas de constitution normale. Donc que les politiciens se mettent de côté et qu'on laisse maintenant ceux qui ne sont pas politiciens gérer la transition. Après, ils reviendront. Donc il fallait être clair dans la transition et dire qu'il ne peut être candidat que les gens qui n'ont jamais appartenu à un parti politique. Et là, c'était plus clair. François Concebo, par exemple, à Kaya, il y a eu des difficultés. Dans le Haut-Bassin, il y a eu des difficultés. Il y a des difficultés toujours. Un groupe d'organisations attend saisir le ministère et la justice. Le centre-ouest, c'est le même cas. Et puis également dans le nord, on relève les mêmes situations. Oui, mais toutes ces difficultés, quand vous regardez, c'est des remises en cause en fait, des personnes choisies sur la base donc, de critères un peu flous. Que je trouve encore une fois de plus typiquement burkinabé, parce qu'on aurait peut-être pu dire que n'avoir pas été membre d'un organe dirigeant d'un parti politique, parce que c'est dans la même charte qu'on voit que les citoyens, on dit que tout citoyen qui jouit de ses droits civiques et politiques. Si moi j'étais citoyen, je jouissais de mes droits civils et politiques, je pouvais participer donc à la vie politique. Du coup, c'est comme si, bon, je sais pas, je pense que c'est mal formulé, mal exprimé. Moi, j'aurais été à l'aise si on avait dit n'avoir pas été dans un organe dirigeant d'un parti politique. Sinon, moi, en tant que simple citoyen, je ne faisais que valoir mon droit de citoyen en participant à l'animation de la vie politique. Ceci étant, mais ce n'est pas nouveau, hein, parce qu'on se souvient qu'en 2014, les gens sont venus avec des gourdins à la maison de la presse. Je me rappelle que le professeur Ribriga même a dû passer sous la table. Oui, parce que en fait, pour moi, l'enjeu, c'est l'argent. Parce que quand vous voyez, par exemple, le schéma, ce que nous dit, hein, le scénario qui va être retenu pour la rémunération, c'est les 90 jours de session à 30 000, plus donc le salaire à 960 000. Vous avez un député par an va vous revenir à 16 millions. Donc vous allez gagner par an. Ça, c'est une proposition. Oui, mais c'est le chef de l'État qui doit, mais vous savez, avec un décret présidentiel, fixer ça m'étonnerait que, puisque c'est les assises qui ont proposé, ça m'étonnerait quand même que, bon, on touche du bois. Mais bon, de toute façon, ce qui est en perspective ici, parce que de vous à moi, vous savez bien que dans ces genres de structures, c'est des boîtes de caisses de résonance. Quelles réflexions les gens qui y vont, ils font. D'ailleurs, s'ils allaient pour réfléchir, là, on n'allait pas nous prendre des textes qui allaient nous amener dans des situations chaotique à chaque fois. Alors, oui. Question, comment on s'en sort? Parce qu'il y a problème, forcément, des gens ont été désignés, ils sont contestés par les forces vives, ou une partie des forces vives. Comment on résout? Est-ce que la charte n'a pas prévu non plus ça? Est-ce que c'est le MATD ou bien c'est la justice? Comment ça doit se faire maintenant? Quand on parle du MATD, c'est qui d'abord le MATD? Parce que vous avez vu avant de l'administration territoriale. Bien sûr, et en posant cette question, je suis en train de me poser sur la crédibilité de ce type de structure. Vous avez vu même que quand le président a pris le pouvoir, il a tout de suite dissous les conseils municipaux. Il a demandé qu'on constitue rapidement des délégations spéciales. Où est-ce que nous en sommes? On a connu tous des difficultés et jusqu'à présent, rien ne bouge au niveau de ces délégations spéciales. C'est pour dire que la difficulté
est plus profonde que ce que nous pensons. Et les conflits d'intérêts, c'est ce qui est fondamental à saisir ici et rapidement à trouver. Et j'avais même pensé que ce n'est pas tant la quintessence de la rédaction de la charte qui pose véritablement problème, mais c'est les conflits d'intérêts. Oui, mais la charte, la loi, c'est pour réguler les conflits, même si vous prenez le Saint-Coran, si vous prenez les Saintes Écritures, la Bible, si vous prenez la Torah, vous déposez aujourd'hui comme charte, il y a des gens qui trouveront toujours le moyen de dire que ce n'est pas si bien rédigé pour peut-être effectivement tirer leur épingle du jeu. C'est ça. Et même si vous désignez Dieu lui-même en personne pour siéger à l'Assemblée nationale, des gens vous trouveront le moyen de dire qu'il est affilié à tel ou tel parti politique. Vous le savez mieux que moi. Donc, pour moi, en pareille situation, c'est vrai, j'ai toujours dit, il faut ouvrir les débats. Il faut permettre aux gens de participer, de proposer, mais il ne faut pas donner cette forme de libertinage pour que les gens aillent de partout jusqu'à ce qu'on en vienne à des pugilats. Et peut-être que c'est une stratégie pour le pouvoir en place de montrer aux gens que, bon, je vais laisser, ils vont faire, vous allez voir le désordre qu'ils vont faire et après, je vais taper du poing sur la table. Et on attend rapidement de voir comment est-ce que ça va faire parce qu'un mois après, qu'on n'ait pas encore l'Assemblée législative de la transition, je pense que c'est traîner trop le pas et le peuple de Guibo attend profondément. Oui, d'accord, mais comment on fait concrètement? Est-ce que ces personnes qui sont désignées, qui sont contestées, iront siéger tout en sachant que leur base, donc la région, n'est pas forcément unanime? Comment on règle le problème? À partir du moment où la charte ne prévoit pas de mécanismes. La charte ne prévoit pas de mécanisme. Je pense que le MPSC saura se décider. Parce que quand j'ai suivi la dernière conférence de presse pour les hauts-bassins, il disait simplement, dans tous les cas, si les autorités veulent, ils peuvent prendre ceux qu'ils ont désignés, mais nous, on ne nous reconnaît pas en eux. Vous pouvez être sûr que même le président d'Amiba lui-même, il y a des Burkinabés qui ne se reconnaissent pas en lui, à l'heure où je vous parle. Mais il est là. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut composer avec la situation. Quand on se retrouve à être face à une situation difficile à traiter, il faut être audacieux. Il faut prendre des mesures qui ne puissent ne pas plaire aujourd'hui aux gens, mais dire à ces personnes qui ont été désignées contre la volonté de l'opinion populaire de leur région que, attention, vous allez, mais si vous ne faites pas très attention, nous allons vous mettre out, nous allons vous blackballer. D'accord. Maître, solution? La solution, non, moi je pense que la solution peut se retrouver dans les textes même de la transition. On a prévu, n'est-ce pas, un conseil d'orientation et de suivi de la transition. Mais qu'on mette en place ce conseil qui va faire des propositions et des suggestions dans des cas comme ça. Comme j'ai eu à dire précédemment, il lui fallut prévoir, n'est-ce pas, dans les cas comme ça, il y a des conflits, il lui fallut prévoir un organe de médiation ou de conciliation au cas où il y aurait des difficultés. Cela n'ayant pas été prévu, je pense qu'on peut mettre en place rapidement le conseil de suivi et d'orientation de la transition qui va faire des propositions. Mais alors, est-ce que le MATD, puisque ce sont les gouverneurs aujourd'hui qui organisent ce processus-là, est-ce que le ministère de l'administration territoriale ne peut pas régler ces problèmes? Eux aussi, ils peuvent le régler. Tout dépend, n'est-ce pas, du charisme et du leadership de celui qui est à la tête. Donc, si le gouverneur, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a un dynamisme, qui a une personnalité forte, il peut proposer ces solutions et même les imposer. D'accord. Donc, tout dépend maintenant de... Ali ? Je pense qu'une fois je rejoins Maître de Tambela, ce n'est pas toujours fréquent, mais ça va, on est sur la même longueur cette fois-ci. Quand il parle d'un mécanisme de suivi et d'orientation et puis de mécanisme de médiation par rapport à ce genre de difficultés, je pense que la transition, si elle fait appel à ces structures-là, elle peut arriver à juguler ces différentes difficultés. Et puis ensuite, au niveau local, il a parlé de la personnalité du gouverneur. Ces gens-là peuvent effectivement jouer un rôle pour essayer d'amenuiser les difficultés. Même au niveau du ministère du MATD, je pense que les techniciens qui sont là-bas et le ministre, ensemble, s'ils s'asseyent, ils peuvent arriver à trouver un moyen pour ramener tout le monde à un certain niveau où l'Assemblée puisse se mettre en place, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 3 ans de transition et qu'il faut aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de difficultés à résoudre. Donc je pense qu'il faut aussi que ceux qui sont sur le terrain, qui veulent partir à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils fassent attention. Le tout, ce n'est pas de l'argent. On peut avoir beaucoup d'argent et ne pas pouvoir dépenser cet argent si notre pays n'est pas débarrassé d'un certain nombre de difficultés. Donc il faut faire prévaloir tous ces mécanismes, le MATD, le service de suivi et d'orientation, la médiation, et puis au plan local aussi, voir un certain nombre de personnalités au plan local pour qu'on trouve les moyens
pour désigner les personnes qui vont représenter les régions et toutes les structures à cette assemblée. Oui, Zansi voulait dire quelque chose rapidement. Je pense qu'il faut préciser que le Conseil d'orientation et de suivi de la transition est en lui-même un organe qu'il faut mettre en place. Voilà, dans le cadre des organes de la transition. Parce que le Conseil d'orientation et de suivi de la transition n'est même pas lui-même constitué. Voilà, c'est prévu 26 personnes, mais il n'est même pas lui-même constitué d'abord. C'est de quel conseil d'orientation? Alors, ce conseil-là est prévu pour effectivement gérer. Il n'épouse pas la même démarche que l'Assemblée législative de transition. Ici, c'est le chef de l'État qui désigne. Voilà. Mais donc, justement, ça peut aller vite. En 24 heures, on ça peut le peut faire. aller vite. Et jusqu'alors, ce ne l'est pas. On n'a pas encore désigné ces personnes. Donc, quand on se ramène à demander à ce que ces gens ce conseil puisse effectivement proposer quelque chose qui n'est pas né, alors que l'autre est déjà plus ou moins sur la table de maternité, on demande maintenant comment on va le mettre pour qu'il puisse survivre. C'est difficile. Et quand on parle effectivement des gouverneurs, je pense qu'il ne faut pas qu'on marche à reculons. Voilà. Si on ne peut pas aller de l'avant, qu'on reste à rien. Les gouverneurs dont vous parlez, ce sont les mêmes qui sont mis en cause, qui sont remis en cause. Ce sont les mêmes qui participent effectivement à la désignation de ces 13 individus et qui sont remis en cause. Donc, il n'y a plus de charisme. Mais les gouverneurs viennent d'être nommés, ce sont les gouverneurs du MPSR. Mais justement, les gouverneurs du MPSR... Et en plus, ce sont des militaires. Oui. Pour la plupart. Est-ce que vous pensez que le lieutenant-colonel Damiba n'est pas militaire? Il l'est. Mais je dis qu'il est lui aussi contesté par certaines personnes. Donc, quelqu'un qui est contesté par certaines personnes, qui nomme d'autres personnes comme des militaires, mais ces gens sont encore dans une logique rationnelle de dire non, que tous ceux qui vont désigner là, ce n'est pas juste. C'est le grand souci. Avant que Concevo n'intervienne, je voudrais préciser que le MPSR n'existe plus. Parce qu'à partir de l'adoption de la charte, le MPSR a disparu. Et deuxièmement, je voudrais donner une précision. J'ai bien dit qu'il est temps de mettre rapidement en place le Conseil d'orientation et de suivi. Donc c'est clair qu'il n'existe pas. On peut le mettre rapidement en place pour qu'il contribue à trouver la solution. Moi, je trouve que c'est un faux débat. Parce que d'abord, c'est là le nœud du problème, c'est l'appartenance politique. Pour moi, un gouverneur militaire, a priori, il n'a pas d'appartenance politique. Je dis a priori. Il est là pour arbitrer. Maintenant, en fait, ce dont les gens ont peur, c'est quoi? C'est les influences. Et ça, c'est typiquement burkinabé. On aime toujours se focaliser sur des futilités, j'allais dire. Quelqu'un qui n'a pas été désigné par un parti politique, comment voulez-vous que ce parti politique puisse avoir un pouvoir sur lui pour l'orienter, pour le diriger dans le cadre de ces missions qui... Alors, peut-être que l'idée ici, c'est de dire qu'une personne qui est politique, parti politique, même s'il n'est pas partisan, lié à un parti et tout, il n'est pas dans un organe dirigeant. Il peut faire la politique. Il n'a pas été membre d'un organe dirigeant d'un parti. Pour moi, c'est ça en fait. On fait des confusions parce qu'à ce rythme-là, aucun Burkinabé n'est sorti de la crise de Jupiter, qu'on me le dise. Nous sommes tous ici au Burkina, on sait comment ça se passe. Oui. Donc, maintenant, à force de vouloir mettre des filtres là, moi je trouve qu'on se retrouve nous-mêmes être pris dans ce piège. Donc on peut, bien sûr, si on a un leader qui est neutre, qui est au-dessus de la mêlée, il peut arriver à trancher. Est-ce que dans les provinces, dans les régions, on manque de personnes qui n'ont jamais fait campagne pour quelqu'un X ou Y parti? Vous savez, qui n'ont jamais été militants d'un parti politique? Est-ce qu'on en manque pour qu'on soit là à... Vous savez très bien comment ça se passe. C'est toujours les mêmes acteurs qu'on se retrouve, parce que tant au niveau même des OSC que des partis politiques, il y en a qui s'engagent. Ce n'est pas tous les gens qui s'engagent. Et d'abord, c'est une question aussi de culture. Tout le monde n'a pas cette culture au niveau même des provinces ou des communes. Il y a toujours des leaders qui sortent. Et quand il s'agit de reconstruire une situation à terre, vous avez quasiment tous les mêmes acteurs qui reviennent. Hein. D'accord. Merci. On continue de parler de cette situation sécuritaire suffisamment difficile, en tout cas au regard des informations qui sont données ici et là. La ville de Djibo serait donc... complètement entouré, encerclé, disons, et même de l'intérieur, il y a des menaces, des populations qui sont parquées, difficultés d'approvisionnement. Alors, Maître Kelem, cette situation de Djibo correspond à quoi? Est-ce que l'on a perdu complètement Djibo? Non, bon, là, moi, je suis un peu surpris, je n'avais pas cette information. Hein. D'accord. Mais je pense que peut-être que la solution sera trouvée, parce que le lieutenant-colonel Damiba connaît la région. Donc, je pense que, en tant que militaire, en tant que chef suprême des armées, etc., je pense qu'il prendra les décisions idoines à temps pour régler ce problème.
Et justement, les gens se posent la question parce qu'on crie beaucoup sur la situation des Djibo, mais jusque-là, apparemment, ça ne bouge pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution. Hein. Parce que je vous dis, tout est une question de stratégie. Bon, donc, je vous rappelle, hein, quand Napoléon a voulu envahir la Russie, c'était quoi? Les forces russes étaient inoffensives. Ils reculaient chaque fois que Napoléon avançait. Mais c'était une stratégie pour mieux le gagner par le froid et par la faim et la soif. Donc, peut-être qu'il y a une stratégie qui peut consister, n'est-ce pas, à attendre, mais pour mieux agir après. C'est la même chose qui s'est passée au Rwanda. Quand il y a eu l'assassinat du président Habyarimana, oui, les forces de Paul Kagame pouvaient entrer rapidement à Kigali. Mais ils allaient faire beaucoup de massacres. Donc, ils ont opté, n'est-ce pas, pour une démarche étape par étape. Donc, tout dépend. Vous savez, en matière de stratégie, ce n'est pas nécessairement la force brutale. Ça dépend de ce que vous visez. Ouais. C'est comme actuellement ce qui se passe en Ukraine. Parce que les Russes essaient d'éviter, pour le moment, autant que possible, le massacre des civils. Et ça entre dans le cadre de la stratégie. Donc, peut-être que les militaires qui sont là, ils ont leur stratégie pour reprendre la ville de Djibo, mais il faut attendre le déroulement de toute la stratégie pour connaître les résultats. Évariste, Concebo, point de vue sur... On entend beaucoup de critiques qui se... Et ce n'est pas la première fois que Djibo, on se rappelle de ce blocus il y a quelques années, et puis ensuite des incursions assez fortes, des attaques aussi. Tout à fait, que c'est une situation qui s'est détériorée quasiment depuis le début donc, des attaques sur notre territoire. Mais c'est vrai que dans ces derniers jours, il y a beaucoup de colère, beaucoup de critiques qui tendent à dire mais voilà, les militaires sont là, on ne comprend pas, il y a Djibo qui est là. Mais je dis non, je dis qu'il faut faire attention, parce que quand vous analysez la situation, elle est très complexe. Parce que vous avez une situation où les terroristes sont dans la ville et vivent avec les populations. Et quand c'est comme ça, on fait comment? Il ne s'agit pas donc comme par exemple pour l'escorte de la mine de Sakane qui a été attaquée. Donc là, il y a eu quand même un fait majeur dans la lutte. Vous avez noté l'utilisation du vecteur aérien. Ça, depuis le début, on n'avait jamais vu ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Non, on fait quelque chose selon les situations. Même, je pense que la situation actuelle de Djibo, la réponse n'est pas que militaire. Ça, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'on ne peut pas aller faire des frappes aveugles et tout, non. Il faut prendre le temps de définir une bonne stratégie et pour pouvoir donc enlever, donc séparer donc l'ivraie de... Alors donc ça voudrait dire que quoi concrètement? Que la ville de Djibo est un mélange des citoyens normaux et des terroristes, donc on ne sait plus quoi faire. Non, on sait quoi faire. Il faut faire, c'est-à-dire la démarche, il y a une approche militaire, mais il y a une autre approche qui va consister donc à dialoguer avec toutes les forces vives en fait, de la région. Hein. Et cette démarche-là, moi, il ne faudra pas être surpris qu'on parle de désarmement, démobilisation et tout. Hein. Réinsertion. Il y a tout un package, hein. Ça c'est ce cas, et ça va prendre du temps. Oui. Zancé qui est expert en sécurité, par rapport à Djibo, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? En réalité, il faut chercher à savoir ce qui fonctionne bien jusqu'alors pour que Djibo, effectivement, qu'on dit qu'il est encerclé, il est assiégé. Je suis d'accord avec le néophyte des questions de sécurité pour qu'il soit inquiété. Mais Djibo est encerclé, c'est ça qui est la vérité. Djibo est encerclé, mais à partir du moment où Djibo est encerclé et qu'il y a des forces de défense et de sécurité à l'intérieur, parce qu'il y a des détachements militaires à Djibo, il y a l'unité spéciale de gendarmerie qui est à l'intérieur de Djibo, il y a également l'armée qui est à l'intérieur de Djibo. Et Maître vient de faire une analyse en tant qu'avocat qui me fascine, qui me plaît. Et Évariste Concebo vient encore de mettre le clou. Donc ça rassure que les gens de plus en plus accordent un grand intérêt. Vous savez, quand on se retrouve dans une situation comme il a parlé, par exemple, de l'exemple de la Russie, il ne faut pas tout de suite et maintenant croire que c'est à la guerre comme à la guerre qui va résoudre le problème. Et ce qui est intéressant que Évariste Concebo a souligné, c'est qu'au cours de l'escorte, il y a eu effectivement l'intervention très rapide de l'armée par les airs pour effectivement mettre en déroute ces personnes. Maintenant, qu'est-ce qui explique par exemple le fait que Djibo soit encerclé et que malgré tout, ils savent qu'il y a des bases, mais ils ne partent pas attaquer? Quand vous posez cette question, vous pouvez vous demander, est-ce que ces gens ne doutent pas de la puissance de frappe de notre armée? Est-ce qu'il est opportun pour notre armée, effectivement, d'employer la force de frappe tout de suite et maintenant? Est-ce que toutes les données sont réunies? Mais la population peine, souffre parce que les pylônes téléphoniques sont sabotés, les châteaux d'eau sont sabotés. Et c'est aussi là
qui dénote de la résilience de l'État. Donc cette guerre, elle doit se mener à plusieurs niveaux avec toute une stratégie qu'il faut composer. Par exemple, la guerre doit se mener d'abord contre soi-même. Et quand je dis mener la guerre contre soi-même, il faudrait que les uns et les autres, au cœur de la tempête, en partie les militaires, puissent réellement avoir la tête froide. Il ne faut pas qu'ils cèdent effectivement aux actions. Mais là, si l'armée est d'une certaine façon présente à Djibo, pourquoi il n'attaque pas au moins pour libérer, ne serait-ce que prendre aussi une partie et puis soulager les populations? C'est la question qui est là. La stratégie de la contre-attaque. La stratégie de la contre-attaque vous conseille et vous déconseille d'être le premier à faire le pas. Vous voyez, au village, nous on avait l'habitude de dire que le premier à cogner fort, c'est lui qui gagne. Or, en judo sur le tatami, celui qui utilise sa force pour aller rapidement risque fort d'être... Sa force est utilisée contre elle-même. Parce que quand vous vous engagez premièrement, vous donnez des brèches à la personne qui est en face de vous, effectivement, de mater de flanc ou de front ou de dos, de toutes les façons possibles. Donc, mais quand vous êtes basé sur place et que vous attendez la frappe, vous encerclez ces personnes. Et je pense humblement, sans grand risque de me tromper, que c'est vrai qu'il y a une puissance de feu sur Djibo. Il y a du matériel sophistiqué que ces individus armés, qu'on appelle non identifiés, détiennent, mais ils ne savent pas jusqu'où la réplique serait cinglante de la part de nos forces de défense et de sécurité. Et cette guerre, également, il faut le dire, nos hommes sont obligés de la mener en équipe. Et ça, le travail est fait et en train d'être fait encore davantage plus. Il faut un contingentement à l'intérieur de nos unités. Et cela est en train d'être fait. L'unité spéciale de gendarmerie qui est basée à Djibo, à l'intérieur, qui dit être encerclé par les terroristes, pourquoi ils ne sont pas attaqués? Ils font des frappes sporadiques, par exemple sur le commissariat, mais ils ne vont pas là-bas. Pourquoi ils ne vont pas attaquer? Allez-y, attaquez, si vous êtes effectivement bien armé. Ok. Alors, Ali? Je pense que l'une des erreurs qui ont été faites dans la lutte contre le terrorisme, c'est que pendant un certain nombre de temps, on a laissé les terroristes s'installer. Donc, ils ont pris possession d'un certain nombre de choses. Et il faut les déloger. Et les déloger, c'est assez difficile. Parce que, comme on l'a dit ici, ils se sont mêlés à la population. Ils sont incrustés. Donc, pour pouvoir faire le tri, le livret avec la bonne graine, c'est assez difficile. Donc, nos forces de défense et de sécurité doivent aller assez prudemment, efficacement, mais prudemment. Et c'est ce que je crois que le colonel... comment il s'appelle, Naon avait dit que c'est pas parce que c'est pas au lendemain de la prise du pouvoir par le MPSR qu'on allait pouvoir vaincre le terrorisme. Il faut rappeler aussi que récemment, dans cette semaine, le responsable de Barkhane était à Ouagadougou ici, et le responsable avec l'ambassade du Burkina, plus nos autorités chargées de la défense et de la sécurité. Et ce qui a fuité de ces rencontres, c'est que nos responsables ont fait comprendre clairement à Barkhane qu'il faudra que Barkhane participe de façon très efficace à la lutte contre l'insécurité. Sinon, notre pays également sera dans l'obligation de faire appel aussi à d'autres compétences pour l'aider à vaincre cette situation. Donc c'est pour vous dire tout à l'heure, pour vous dire que sur le plan militaire, on se prépare, sur le plan diplomatique également, on se prépare. Parce que pour vaincre les terroristes, ce sont les deux fers qu'il faut mettre au feu. La diplomatie, pour expliquer à nos partenaires, notamment ceux de Barkhane, et puis aussi l'armée, c'est-à-dire qu'il faut faire monter notre armée en puissance, l'équiper, l'amener à reprendre confiance en elle-même et à avancer sur l'ennemi. Mais quand on dit ça, Ali, c'est bien beau, ben, pour quelqu'un qui a Djibo aujourd'hui, rééquiper l'armée, faire monter en puissance, pendant que les gens sont là, les pylônes sont de tous à côté, il ne faut pas appeler les gens de l'extérieur. Monsieur Loukman, je viens. Il est évident que quand celui qui a Djibo, quand on dit ça, il ne peut pas écouter parce qu'il est dans la difficulté. Mais Zancé l'a dit, si dans la difficulté on ne fait pas attention pour pouvoir libérer la personne, on risque nous-mêmes de créer d'autres problèmes ajoutés aux problèmes déjà existants. C'est pour ça que je disais qu'il faut mettre les deux fers au feu. La diplomatie pour discuter, pour comprendre, et puis l'armée également qui se prépare et qui avance. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous avons perdu beaucoup de notre force militaire dans cette situation et que tout est à refaire. Ou bien
Tout est à coup. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que les populations doivent accepter, un certain nombre de choses que les militaires aussi doivent accepter. Ils doivent se dépêcher lentement pour que nous puissions libérer notre pays avec le moins de casse possible. Alors, il y a un fait quand même qu'on peut noter qui me permettrait de poser une question. On a remarqué que bien que Guibo soit encerclé et tout, on ne compte pas de morts en masse. Est-ce que ça voudrait dire que les terroristes usent de les capacités à faire du chantage? Est-ce que ça voudrait dire que quelque part, il y a peut-être une volonté des terroristes d'entendre un autre son de cloche que forcément les armes? Non, moi je pense que les deux s'observent. Bien sûr. Donc nous sommes à une période d'observation. Et les terroristes, leur objectif c'est quoi? C'est avoir un territoire. Donc ils ont acquis un territoire qu'ils contrôlent avec la complicité de certains habitants. Donc ça leur suffit. Maintenant le problème c'est que l'armée nationale ne va pas les laisser dans cette situation-là. Donc les deux s'observent. Et maintenant par rapport, je vous ai dit, n'est-ce pas, le conflit c'est toujours une question de stratégie. Et la meilleure stratégie, c'est celle que l'adversaire ne peut pas imaginer. Est-ce que vous voyez? Bon, je vais vous prendre un exemple très simple. Comment Jules César a conquis la Gaule. Son adversaire principal, c'était Vercingétorix. Donc, il a acculé les troupes de gauloises jusque dans la vallée de choses là. Je voulais le nom là. Alésia. Jusqu'à Alésia. Bon, et maintenant, à l'intérieur, les Gaulois étaient bien armés. Ils étaient bien armés. Et Jules César n'a pas voulu attaquer de front. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a campé ses forces à la porte d'Alésia. Jusqu'à ce que les Gaulois n'avaient plus à manger. Et c'est les Gaulois eux-mêmes qui ont dit à Vercingétorix, ou bien tu te rends, ou bien nous on te tue et on se rend. Donc Vercingétorix était obligé maintenant d'aller se rendre dans le camp de Jules César. Est-ce que vous avez vu? Donc Jules César a gagné le combat sans avoir à utiliser les armes. Et ça, c'est une des meilleures stratégies. Donc ces généraux, au début, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi ils ne fonçaient pas. Est-ce que vous avez dit? Donc la meilleure stratégie, c'est toujours celle que l'adversaire ignore. D'accord. Je vous prends un autre exemple. Dans les années 90 en Somalie, quand les Américains ont débarqué là-bas pour essayer de mettre fin au conflit qui se passe, il y a un général que les Américains cherchaient à éliminer. Mais ils n'arrivaient pas à le gagner. Pourquoi? Parce qu'il était toujours dans les quartiers populaires. Donc quand il sortait avec les enfants, etc. On le voyait, mais on ne peut pas le tuer. Parce que, il en faisait un bouclier. Voilà, parce que le tuer, il fallait massacrer tout ce qui était autour de lui là. Est-ce que vous avez vu? Donc ça veut dire que si vous foncez tout droit sur Djibo, peut-être que l'armée peut gagner, mais avec des dégâts collatéraux qui ne seront pas supportés ni par la population, ni par l'opinion internationale. D'accord. Alors, allez-y par rapport à Djibo, parce que... Non, mais l'armée, peut-être que ici, il y a une sorte d'étau. Non, vous voulez que l'armée assiège Djibo? Non, peut-être que l'armée est en train d'étouffer ceux qui sont là-bas. Non, mais on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est qui dans la ville. De faire des enquêtes pour découvrir quelles sont les têtes et puis procéder à leur élimination. Moi, ou à les attraper. Ce que je note, c'est que c'est vrai, comme on a tous d'accord ici sur la complexité donc, de la situation et qui demande donc une approche beaucoup plus réfléchie et intelligente. Et comme moi j'ai dit, l'option militaire, c'est une des options, mais pas forcément la meilleure et la seule. Il faut donc associer à d'autres. Et donc maintenant, moi, c'est ce que j'appelle les actions non militaires. Et je pense que les autorités doivent déjà se pencher avec l'ensemble donc des forces vives de la zone. Justement, la question c'était là, est-ce que les terroristes eux-mêmes sont en train de pousser vers cette ils sont option-là? dans une logique d'occupation. Quand vous occupez, vous devez vous faire des alliés, des amis. Donc, si vous voulez des amis, ce n'est pas en mettant la terreur en marche que vous allez vous faire des amis. Donc c'est ça, ils sont dans leur logique comme ça d'occupation. Donc ils veulent la sympathie de la population. Qu'est-ce qui explique que les terroristes ne font pas aussi, par exemple, en dehors des dégâts matériels, des sabotages et tout, ils ne tirent pas, par exemple, ce qu'on ne souhaite pas du tout, mais on ne constate pas ça. Qu'est-ce que ça voudrait signifier? Le doute qui se pose dans les esprits des deux camps. Le doute principalement qui se pose dans l'esprit du camp adverse, du camp ennemi, que sont les groupes armés terroristes. C'est ça fondamentalement. Si vous voyez, autrefois, quand ils arrivent, ils n'hésitent pas à attaquer. Et nous, nos hommes, je dis que je le dis sans grand risque de me tromper, ne sont pas dans une position d'incapacité. Non. Ils peuvent même donner l'assaut. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Il faut réfléchir. L'art de la guerre repose sur la volonté de gagner sans faire un bain de sang. Il ne faut pas perdre le maximum d'hommes. Si ceux qui sont habitués à jouer au jeu d'échecs et maths, ils savent qu'il y a la stratégie de la reine sacrifiée. On peut donner le tout pour le tout. Mais est-ce que c'est l'idéal? Non. Qu'est-ce que techniquement on peut faire aujourd'hui? Nous avons la possibilité de faire recours à tous nos potentiels. Et on l'a. Et je pense que
c'est en marche. Comme ce qu'on a parlé des volontaires pour la défense de la patrie, mais qui avaient été utilisés comme une approche politique biaisée, ratée. Aujourd'hui, les hommes parlent. Nous sommes sur un plateau de télé et je peux vous dire aussi que ceux-là qui nous terrorisent, qui nous traumatisent, qui nous tétanisent, nous suivent. Donc il y a des choses qui sont difficiles à dire. Mais à l'intérieur, des actions sont faites pour effectivement avoir le maximum. Et les quelques-uns du rang ennemi qui tombent dans les filets de nos hommes nous laissent comprendre qu'effectivement, il y a la peur, il y a le doute dans le camp ennemi. Et quand on a ces éléments, on ne peut que se réconforter. Oui, ils ont du matériel, nous ne sommes pas non plus en reste, mais nous devrons rapidement ouvrir le champ à nos partenaires pour que les alliances, qui ont aussi une stratégie, puissent nous permettre effectivement de gagner. L'autre question, c'est de dire, bon, on dit qu'à Djibo, il y a tel, on ne donnera pas les effectifs, mais il se pose aussi peut-être souvent le problème, et ça a été démontré par un certain nombre d'experts, c'est de dire qu'il faut augmenter le volume, par exemple, et puis le matériel qu'on utilise, les blindés et tout, saute sur des mines. Est-ce qu'il n'y a pas matière à changer toute cette approche, cette tactique-là? C'est vrai, c'est pour répondre précisément à cette question. Vous voyez, la stratégie qui doit être encore plus développée et qui est en train d'être développée, c'est qu'ils utilisent des axes pour se déplacer. Ils ont miné partout. Nous avons des volontaires de défense pour la patrie qui, de plus en plus, sont rompus à l'utilisation de ces engins explosifs improvisés. Du coup, nous sommes en train aussi de nous demander, est-ce qu'il ne faut pas outiller nos hommes à miner tout leur passage? Et le terrain serait comme un no man's land et nous gagnons maintenant le combat face à face. S'il y a l'assaut à donner, tous autant que nous sommes, le rapport de force est équilibré. Et je peux vous assurer qu'ils sont, ces ennemis-là, dans une logique d'occupation du terrain. Parce que l'État se resserre sur eux au Mali, ils ne font Djibo fait frontière avec le Mali, vous le savez mieux. Donc il y a une défection de plusieurs et qui cherchent où maintenant dormir. Ils ne cherchent même pas à combattre. Donc ces actions sporadiques là, c'est juste pour inquiéter, pour intimider, mais le peuple ne peut pas comprendre. La population de Djibo a soif de l'eau, de la paix, de la sécurité pour effectivement... Merci, Zancé. Évariste? Une des autres explications qui peut expliquer le statu quo de Djibo, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Djibolais, d'enfants de Djibo qui sont enrôlés dedans. Donc ils se connaissent, hein, tout le monde se connaît. Donc et ça peut aussi expliquer qu'il y a quand même des limites à leur action parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à leurs propres parents. Parce que ça aussi, c'est une donne qui est là et qui peut expliquer. Parce que eux, les terroristes, eux sont... Qui peut expliquer leur agressivité moindre. Moindre. Ça aussi, c'est un facteur. Maintenant, c'est vrai que depuis le début, on a dit qu'il fallait revoir le format de notre armée actuellement. Notre armée était organisée en groupement et en régiment. Bon, c'est des nombres. Quand on dit groupement et régiment, c'est adossé à des nombres. Ces nombres-là, quand vous prenez peut-être, je prends un groupement, peut-être 50 personnes, que vous isolez dans un endroit, et bien, ces gens se retrouvent face à 1000 terroristes, 2 fois plus armés, et on connaît aussi l'histoire aussi des chargeurs. Donc, ils ne peuvent pas tenir. Donc, on a dit qu'il fallait revoir donc, le format de notre armée. Et peut-être qu'il faut avoir des volumes plus grands et plus équipés. En ce moment-là, le rapport de force pourra quand même s'équilibrer. Mais là aussi, il faut recruter en masse. Est-ce que notre pays a de l'argent pour recruter? Non, recruter, moi je ne suis pas dans ces histoires de recrutement en masse. Parce que pourquoi? On peut réorganiser autrement. Vous avez 10 policiers qui sont à des feux tricolores. Ils vont quoi? Il faut réorganiser. Je pense qu'il faut redéployer les gens intelligemment. D'accord. Mais Ali? Voilà, moi je voulais, tout à l'heure, quand on parlait de la ville de Djibo, lorsque les terroristes prennent Djibo, il va de soi qu'ils ne vont pas prendre la ville et commencer à terroriser les gens. Ils vont essayer d'amadouer, d'avoir une certaine légitimité, d'essayer de rentrer si ce n'est pas de l'amitié, au moins créer la sympathie, éviter un conflit directement avec les populations. Et puis il faut ajouter également, malheureusement, parmi eux, il y a certains de nos compatriotes qui sont parmi eux. Donc il est évident que la ville de Djibo, à l'intérieur, il n'y aura pas de combat, les gens vont vaquer à leur occupation, mais il n'en demeure pas moins que Djibo est occupé, est aux mains de terroristes. Et pour les vaincre, effectivement, il faut aller un peu plus de façon stratégique. Il faut que notre renseignement monte en puissance pour qu'on puisse savoir exactement
quels sont ceux qui sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font, quels sont qui sont leurs alliés, où se trouvent leurs forces. La question est là. Quand on dit ça, on ramène à demain la solution. Est-ce que ça aujourd'hui, depuis 6 ans, c'est pas la première fois qu'il y a un blocus sur Djibo, il y a eu des fois où il y a eu des blocus, on ne peut pas partir. On ne ramène pas la situation. Alors aujourd'hui, si on doit faire monter le renseignement maintenant. Je dis, on ne ramène pas la situation au calendrier grec. Depuis 6 ans, quand même ceux qui étaient là au renseignement ont fait quand même un travail, même s'il n'était pas important, il y a quand même quelque chose qu'ils ont laissé. On peut, à partir de ce qu'ils ont laissé, faire avancer les choses. Il y a un nouveau chef de renseignement qui est là. On peut savoir là où le renseignement a péché et puis régler. Là où le renseignement a bien marché, faire avancer les choses. Ce n'est pas de venir faire une politique de la table rase totalement pure. Non, mais c'est de construire et puis d'avancer prudemment. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit il faut qu'on arrive à les vaincre sans faire beaucoup de dégâts au sein des populations. Parce que sinon, après cela, on aura même nos propres populations contre nous-mêmes, on aura l'étranger contre nous-mêmes. Donc c'est un travail délicat, c'est un travail difficile, et donc ça demande beaucoup d'abord de la patience. Ce n'est pas une patience, j'allais dire passive, mais une patience qui permet aux gens de s'installer doucement et d'aller les déloger de leur situation. Alors, moi je vous pose la question, est-ce qu'il serait donc, le moment n'est pas venu aujourd'hui que le MPSR ouvre donc peut-être des négociations avec ce groupe-là? De façon assez claire, est-ce qu'aujourd'hui, telles que les données sont... On l'a déjà dit ici, on a dit que pour vaincre les terroristes, il faut la diplomatie et la guerre. Les deux doivent être utilisés. Si on privilégie l'un par rapport à l'autre, on est dans des difficultés. Donc il faut privilégier les deux. Maintenant, la diplomatie, il faut arriver à avoir des hommes compétents pour savoir c'est qui on contacte, avec qui on discute. Parce que si vous n'avez pas la bonne personne avec qui vous discutez, vous perdez le temps. Maintenant, une bonne armée aussi qui est capable pour que l'autre sache qu'il discute avec moi, pas parce qu'il est faible. Il discute avec moi parce qu'il ne veut pas beaucoup de dégâts. Donc, on a une armée assez puissante et si la discussion n'avance pas, qu'on puisse aller utiliser l'autre moyen. C'est une question qui a beaucoup fait, j'allais dire, de la controverse. Dès qu'on dit qu'il faut négocier, ça crée des problèmes. Sur ce plan, je vais le dire avec précision et sans filtre. J'ai dit que la notion de négociation est la première règle dans toute stratégie de guerre. Parce que vous gagnez non seulement en temps, vous gagnez en énergie, vous gagnez la possibilité de vous redéployer et de mobiliser vos hommes. Négocier ne veut pas dire systématiquement céder, non. Et je pense que le MPSR, même si Maître dit que le MPSR a disparu, je veux que nous sortions des chantiers de la littéralité et puis rester dans les faits pratiques. Le MPSR ne disparaîtra jamais. Quand vous parlez du Conseil d'orientation... Mais c'est écrit dans la charte que dès l'adoption de la charte, le MPSR disparaît. C'est le gouvernement maintenant qui est là. Une fille mariée devant le maire ne fait pas... rien ne change dans son statut de jeune fille. Elle reste jeune fille. C'est juste parce que le maire a dit qu'elle vient d'être mariée. Donc le Conseil d'orientation de la tradition, toujours. Je vais simplement dire que dans cette situation-là, ce qui est bien à savoir, c'est que nous hommes, on a suffisamment d'hommes en réserve. On a besoin juste de redéployer notre potentiel, de les réorganiser, le contingentement. Et on parle de plus en plus de guerre sale, comme s'il y avait une guerre propre. Ça n'a jamais existé, la notion de guerre propre. Tout ce que nous appelons extraordinaire, ce sont des choses ordinaires, mais juste qui sortent de l'inconnu, de l'inattendu. C'est que les gens ne s'attendent pas. Donc il faut avoir une perception, les stratégies de la perception. Il ne faut pas donner à l'ennemi de savoir ce qui se passe autour de lui. Et ces gars sont en train de réussir. La négociation dont on est en train de faire, effectivement, si vous regardez la composition du gouvernement, je peux me permettre de faire des appréciations, des analyses qui peuvent ne pas être appréciées de tous. Mais Yero Boli, qu'on dise, il faut avoir le courage de le dire et de l'assumer, il y a l'ethnie Peul qui est majoritairement visée. Vous pensez que le pouvoir actuel est aussi dupe ou a tenu compte simplement des affinités en nommant simplement Yero Boli à cette tête-là, qui est d'un certain âge, qui pourrait être également un grand facilitateur pour la médiation, qui lui-même, son charisme, sa tempérance, permet effectivement de gérer beaucoup de choses? Je ne pense pas. Il y a aussi des stratégies
la vertu. C'est là que les hommes de médias, que vous êtes, que nous sommes, sont appelés effectivement. Il faut qu'on arrive à montrer aux yeux du monde, de l'international, de la population, que les causes pour lesquelles nous sommes en train de faire cette guerre-là sont plus justes et nobles que l'ennemi qui est en face de nous. Et le cas de l'Ukraine et de la Russie en dit plus. Merci, Dansé. Maître? Moi, je suis pour la négociation à une condition. Que les conditions soient telles que c'est pour permettre à l'ennemi de se rendre sans peut-être trop perdre la face. Voilà, c'est tout. Oui, mais il existe aussi des aspects comme tels. Hein. Par exemple, de plus en plus, il revient qu'il y a des gens qui sont enrôlés aujourd'hui, qui se retrouvent dans une situation de prise d'otage. Voilà, donc, qui voudraient, par exemple, avoir la possibilité de revenir. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire offrir des possibilités à ceux qui veulent entrer dans le rang, de revenir sans trop perdre la face. Même ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas manifesté la volonté, n'est-ce pas, de rendre les armes, leur permettre, s'ils le voulaient, de déposer les armes, d'entrer dans les rangs sans trop perdre la face. Mais que ce ne soit pas dans une situation où nous, on va perdre nos valeurs, où notre État va perdre certaines de ses valeurs. Voilà, c'est ça la condition. C'est justement à cette question, sans couper la parole à Maître, que j'ai dit, ce n'est que la continuité. Peut-être, voilà un élément qui justifie le retour du général Aimé Sempore-Barthélemy au gouvernement. Parce que dès qu'il a pris position dans son fauteuil, il avait commencé à dire qu'il allait asseoir cette structure de démobilisation et de réinsertion, qui est très efficace. Et donc, l'ensemble de ces choses ne sont rien d'autre que les présages ou les prémices de possibles négociations. Merci. Non, moi, je n'ai pas fini. Ouais, mais termine, et puis Évariste prend. Et donc, pour négocier, il faut montrer la force. Il faut montrer d'abord qu'on est fort. Un rapport de force. Et c'est là que l'ennemi peut comprendre ce qu'il peut perdre en refusant la négociation. Et pour cela, je vous donne un exemple. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc quand Roosevelt est mort et que Truman lui a succédé, les Américains ont acquis le premier la bombe atomique. Donc, lors des négociations de Potsdam, pour faciliter les négociations, qu'est-ce que Truman a fait? Il a dit à Staline, nous avons la bombe atomique. Voilà. C'était pour lui faire comprendre que maintenant ils sont les plus forts. Faire attention. Et donc les négociations se sont déroulées de façon plus fluide. Alors, voilà. Donc c'est-à-dire il faut montrer à l'autre qu'on est fort, qu'on peut le détruire, mais qu'on refuse de le détruire parce qu'on sait qu'il y a d'autres options. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je vous prends un autre exemple. Très rapidement, Maître. Voilà, puisque les exemples viennent. Par rapport à l'Iran et aux États-Unis. Quand Barack Obama était aux États-Unis et était président, donc par rapport au nucléaire iranien, il y a eu des gens qui ont proposé comme stratégie. Barack Obama a donné à son équipe un certain délai pour lui proposer des solutions pour l'Iran. Les gens sont venus lui dire qu'on peut aller bombarder les centrales nucléaires, qu'il n'y a pas de problème. Barack Obama a dit oui, c'est bien, mais trouvez-moi une autre solution. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut trouver la solution qui peut aboutir au résultat avec le moins de dégâts possible et avec le plus de prestige possible. Mais ça, il faut montrer sa force et qu'on peut utiliser la force, mais qu'on refuse de l'utiliser. Et l'autre peut le comprendre. D'accord. Merci, Maître Évariste, pour terminer. Je pense que non, la négociation, ça dépend parce que c'est très important. Ça vous permet d'abord de connaître qui sont vos ennemis et de savoir ce qu'ils veulent. Mais maintenant, moi, je distingue. Si c'est des revendications territoriales, il est clair que ça va être même difficile. Mais en revanche, si c'est d'autres revendications économiques, sociales et autres, bon, je pense que ça peut se gérer dans le cadre d'un État. Merci. Bien, on continue pour parler d'un sujet international à côté de la Côte d'Ivoire où un dialogue politique a eu lieu récemment. Dans le rapport du dialogue politique, on note au moins deux éléments importants. Il s'agit par exemple du retour. Le point 6 dit le retour de M. Charles Blé Goudé et Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Et puis le point 9 parle de l'élargissement de l'ordonnance du 6 août 2018 portant donc amnistie aux personnes qui en avaient été exclues, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ainsi que d'autres militaires. Alors, Ali, les Ivoiriens avancent pour la réconciliation nationale, pour l'apaisement du climat social. Je pense que ce sont des hommes politiques qui se connaissent, qui ont, au gré des situations, se sont retrouvés tantôt dans le même camp, tantôt dans des camps opposés, mais qui aujourd'hui se rendent compte qu'en fait, il faut opter pour une autre stratégie, une autre tactique, parce que dans tous les cas,
la paix qui se trouve en Côte d'Ivoire n'est qu'une paix précaire et que cette paix-là ne peut pas perdurer s'il y a des fils de ce pays qui sont à l'étranger, en exil pour X ou Y raison. Donc je pense qu'en revenant sur cette question, pour que Blé Goudé notamment et Guillaume Soro, il ne faut pas oublier que Guillaume Soro quand même a été Premier ministre de ce pays, du pays, de la Côte d'Ivoire. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a dirigé la rébellion en Côte d'Ivoire et tout. Donc c'est quand même un personnage aussi important qui compte. Blé Goudé aussi est un personnage important dans la galaxie patriote autour de Laurent Gbagbo. Et on ne comprend pas que Laurent Gbagbo rentre au pays et que Blé Goudé soit toujours en attente de son passeport pour revenir. Donc je crois que les Ivoiriens veulent aller à une autre étape, faire rentrer tout le monde et que dans un climat bien apaisé, afin que le pays puisse rayonner et se retrouver dans une situation de paix définitive. Je crois qu'ils sont dans cette... Mais il reste que quand même ce sont des questions aussi judiciaires. Les gens diront mais les victimes sont là, elles attendent. Quand on parle de l'amnistie pour les événements de... Il est évident qu'il y a... la crise électorale 2011. C'est des questions judiciaires. Je pense qu'ils vont trouver les moyens pour que ceux qui ont subi des préjudices, on ne peut pas dire de laisser les questions, celui qui a subi des préjudices, on ne peut pas lui dire d'oublier cela. Mais je pense que les hommes sont assez intelligents face à un certain nombre de situations. Les hommes sont dotés d'intelligence pour faire l'impasse sur un certain nombre de choses pour avancer. Et regardez ce qui s'est passé au Rwanda. Ils ont commencé par la justice. Ensuite, Paul Kagame s'est rendu compte qu'avec la justice classique de Maître Tambela, ça va être très compliqué. Ils sont passés par les Gachacha et aujourd'hui, le Rwanda est présenté comme un pays où il fait bon vivre, une bonne gouvernance, les populations sont ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont le cœur meurtri, des gens qui sont encore très fâchés, mais ils font l'effort de dépasser ces événements-là afin que le Rwanda offre à ses enfants, à ses descendants, un pays apaisé où tout le monde vit bien. Alors, Zancé, les acteurs politiques ivoiriens disent qu'il faut que Soro revienne, il faut que Blé Goudé revienne. Est-ce que concrètement, le président Ouattara pourrait-il admettre que Soro ou Blé Goudé reviennent? Ils sont très jeunes, ils sont fougueux, politiquement parlant. Je pense que c'est le président Ouattara lui-même qui a proposé au Premier ministre de conduire ses travaux. Et comme on le dit, l'homme intelligent apprend des erreurs des autres. Et l'homme sage, l'homme intelligent apprend de lui-même ses propres erreurs, mais l'homme sage apprend des erreurs des autres. Donc, je pense que ce scénario qui est en train de se dessiner en Côte d'Ivoire peut être transposé sur notre situation au Burkina Faso pour qu'on en tire, au lieu de faire des appréciations qui ne nous apporteront pas un grand plus. Et le plus, c'est quoi? Aujourd'hui, si le président Ouattara arrive à réaliser la nécessité impérieuse de faire revenir ces jeunes fougueux, hargneux de la scène politique, c'est parce qu'il est conscient que même à des milliers de kilomètres, ils peuvent être source de problèmes. Jusqu'à ce que j'entends le retour accéléré des exilés. Et ensuite, au point 9, on dit nommément Guillaume Soro, Charles Blé Goudé. Ensuite, à la fin, on parle d'amnistie. Qu'est-ce que regorge la notion d'amnistie? Même si la Cour pénale internationale est venue à montrer que le président Laurent Gbagbo n'est responsable de rien, qu'il est même acquitté libre, que Charles Blé Goudé n'est responsable de rien, qu'il est libre, et qu'on dit qu'on va les accorder une amnistie, ça veut dire qu'ils sont arrivés à comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à rester longtemps sur ces guéguerres politiques qui vont effectivement balkaniser davantage, subdiviser la Côte d'Ivoire pour pouvoir. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Loukman, est-ce que vous ne pensez pas que c'est intelligent pour nous de nous inspirer de ce scénario-là pour laisser, entre autres, quand vous vous disputez avec votre épouse, est-ce que vous prenez votre oreiller et vous dormez au salon? Non. Quand vous vous disputez avec vos enfants, est-ce que vous les cherchez à coups de trick pour les mettre hors de la maison? Non. Il faudrait qu'on arrive à laisser, à nous dépasser, à transcender nos différences. C'est ce que les Ivoiriens essaient de faire. C'est ce qu'ils essaient de faire. Imaginez-vous un Guillaume Soro Kibaforo de retour en Côte d'Ivoire. L'accueil
comment ça va donner? Imaginez-vous un Charles Blé Goudé, le président de la jeunesse patriotique, comment ça va donner? De la même manière, imaginez-vous un instant, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas la justice ou que nous connaissons la justice mieux que Merci eux. Zancé. Merci Évariste Fossin-Kossebo. Tout oui, et je suis en même temps. Ça me donne de l'espoir de voir mon jeune frère qui a une position très modérée et sage, parce que ce n'est pas le cas de la plupart, d'une certaine catégorie de jeunes burkinabés. D'autres vous auraient à rétorquer qu'il faut que les têtes tombent, que des gens soient embastillés. Mais vraiment, ça veut dire qu'il y a de l'avenir dans notre pays. Et je suis vraiment très... Ce que je viens d'entendre là me fait beaucoup plaisir. Et c'est vrai, pour revenir, c'est vrai qu'ils ont opté... Il faut que nous, le Burkina, trouve un moyen comme justement là, on est en Côte d'Ivoire, on analyse la situation ivoirienne. Non, mais c'est la partie politique. Non, on a un passif politique. D'accord, ok. Notre passif politique, c'est ça qui est en train de détruire, de gangréner notre pays. Mais eux, c'est sur le volet politique. Tout ce qu'ils ont déroulé, c'est quoi? C'est des mesures pour les acteurs politiques, le conflit avec les acteurs politiques. Ouais. C'est ça. Et nous aussi, nous avons ce même problème ici. Il faut qu'on trouve le mécanisme pour tourner la page. Et ce qui me plaît là, c'est au titre de la réconciliation nationale, ils disent qu'il faut vulgariser les modes alternatifs de règlement des conflits en impliquant les coutumiers, les religieux, les autres. Ça, j'ai dit waouh. Ouais. Voilà des gens, c'est des gens qui mettent en avant l'intérêt supérieur de leur pays, la survie de leur pays et de leur nation. Ouais. Maître, terminé. Moi, je crains que ce ne soit un bal masqué. Parce que, si vous avez remarqué, dans les années 90, là, c'était le florilège des conférences nationales, ouvertes par le Bénin, Congo-Brazzaville, Zaïre. Si vous avez remarqué, ça a été torpillé partout. Le Bénin a marché. Oui, au Bénin. Ouais. Mais ça a été torpillé au Congo-Brazzaville, au Zaïre, et partout. Au Burkina, ça ne s'est pas tenu. Même au Burkina, ça ne s'est même pas tenu. Ça ne s'est même pas tenu. Ouais. Donc, c'est pour vous dire. Ensuite, maintenant, nous sommes dans la phase des dialogues politiques. Est-ce que vous avez... Même en Côte d'Ivoire, si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, quel est le dialogue maintenant? Il y a un dialogue ouvert sous Gbagbo, présidé par Eliman Seydou Diarra. Forum national. Forum national, mais c'est du pareil au même. Ensuite, il y a eu un autre, ça c'est le troisième, si je ne me trompe. Est-ce que vous avez vu? Donc, ces trucs-là, c'est un bal masqué dans lequel l'exécutif ne tire que ce qui peut l'arranger. On a vu ici, Ali Compaoré est témoin, sous le règne de son oncle Blaise Compaoré. Il y a eu une commission de concertation sur les réformes politiques. Le CCRP. En 2013. Blaise en a tiré ce qu'il voulait, il a laissé le reste. On avait bien dit que pas de modification de l'article 37. Mais, ça, c'est le collège des sages. Non, pas le collège des sages. Le CCRP. Le CCRP, Ah oui, qui s'est tenu au... C'est un point non consensuel. Le CCRP. Mais il y avait une règle par rapport au CCRP. On retient les points consensuels. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Et la majorité était pour la non-révision de l'article 37. Il n'en a pas tenu compte. Même quand il y a eu le chose ici, quand il y a eu le collège, la journée nationale du pardon ici, la journée nationale du pardon ici, mais il n'a pas tenu compte des conditions qu'on avait posées pour que la journée du pardon se pose. Est-ce que vous avez vu? Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est quoi? Il y a deux éléments. D'abord, il y a le problème Guillaume Soro, qui, même si, supposons même que politiquement, militairement, Alassane soit prêt à battre Guillaume Soro, moralement, il n'est pas tranquille. Parce qu'il sait qu'il est là où il est là, à cause de Guillaume Soro. Donc, moralement, il cherche la paix avec lui-même. Comment retrouver la paix dans ces conditions-là? On passe par ce cirque-là pour lui ouvrir une voie. Deuxièmement, c'est une bonne chose, mais j'explique. Deuxièmement, c'est quoi? Alassane s'inquiète pour son propre avenir. Parce qu'il sait très bien qu'il a violé la Constitution pour se présenter pour le troisième mandat. Après le troisième mandat, il fait quoi? Est-ce qu'il va rebeloter? Et s'il ne rebelote pas, quel sera son avenir s'il laisse le pays dans de telles situations? Merci. Donc, on va prendre un téléspectateur pour ne pas qu'il nous échappe. Et puis on revient à vous. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle du Togo, je m'appelle Didier. Vous vous appelez Didier? Oui, du Togo de Lomé. Okay. Je suis attentivement à votre émission tous les dimanches. D'accord. Mais monsieur Ibodo, dans le nom de journaliste, on ne dirait pas que c'est le même plateau que j'écoutais il y a 2 mois, 3 mois comme ça. Et je voulais poser une question. Si c'est le même militaire, sur le cas de Dibo, si c'est le même militaire qui était là il y a 2 mois passés, ou bien ils ont changé tous les militaires pour que la situation puisse changer. Parce que quand je suis aux analyses sur la situation de Dibo, c'est comme... Je comparais sur les analyses que vous faisiez au temps de l'ancien président. C'est pour dire que, bon, en Afrique,
On doit extrêmement faire attention en supportant les coups d'État. Parce qu'aucun coup d'État n'est bon. Aucun. C'est comme on a l'impression que maintenant au Burkina, tout le monde adoube le coup d'État. C'est pas normal, c'est pas bien. Bon, maintenant pour revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire, la réconciliation. J'aurais aimé, j'ai la cinquantaine aussi, je ne suis pas jeune comme vous pouvez le penser, j'ai près de 55 ans. Mais j'aurais aimé aussi que Blaise Compaoré, votre challenger, lui aussi, puisse rentrer au Burkina devant la justice, puis répondre devant la justice pour que la réconciliation puisse faire. Son frère qui est à Paris, il avait dit qu'il n'avait pas confiance en la justice. Mais monsieur Didier, que la situation a changé, je pense qu'il pourrait rentrer aussi. Monsieur Didier. Allô, oui. Oui, monsieur. Sur la Côte d'Ivoire, on parle du dialogue politique et des décisions que les Ivoiriens sont en train de vouloir prendre. Quelle est votre analyse là-dessus? À mon analyse, c'est une bonne chose, mais il faut que tout le monde réponde devant la justice pour que la réconciliation puisse se faire. On ne veut pas fuir la justice au même moment de demander la réconciliation. D'accord. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. On ne peut pas fuir la justice et puis demander la réconciliation. Blaise n'a qu'à rentrer au Burkina, répondre devant les actes devant le tribunal, puisqu'on fuit l'amnistie. D'accord. Merci. Je vois que vous avez envie de parler de Blaise Compaoré, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, malheureusement. On parle de la Côte d'Ivoire et des décisions concernant Guillaume Soro et Blé Goudé. Oui, Maître Kéléva terminer. Je disais, n'est-ce pas, qu'en fait, c'est un mécanisme pour permettre à Alassane Ouattara de régler ses problèmes personnels et ses problèmes politiques. Et quelles que soient les conclusions, il va épuiser ce qui peut l'arranger et rejeter ce qui ne l'arrange pas. Et on l'a vu plusieurs fois, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina ici, que ce soit ailleurs. Parce que ces histoires de dialogue politique national, de conférences, de forums, etc., l'exécutif n'en tire que ce qui peut l'arranger, en espérant qu'il sera le plus fort toujours, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant, pour terminer, je dirais à celui qui est appelé du taureau là, il faut distinguer. Il a parlé de coup d'État. Il faut préciser coup d'État militaire. Parce que comme je viens de le dire, là, au Burkina Faso, il y a toujours qui était coup d'État. Tous ceux qui sont venus ici, là, c'était coup d'État. C'est en violant la loi que tous sont arrivés au pouvoir. Donc les militaires aussi utilisent leurs moyens qui sont les armes. Les civils utilisent leurs moyens qui sont la corruption, etc. Donc il faut préciser coup d'État militaire ou coup d'État civil. C'est tout. D'accord. Un instant, Évariste, et puis vous allez réagir par rapport à Maître, et puis on vient avancer. Non. Par rapport aux histoires de coup d'État, effectivement, je suis d'accord avec Maître. Mais cependant, c'est vrai que lui, en fait, apparemment, il semblait dire que dans la situation de Djibo. Djibo, apparemment, le contexte de, je ne sais pas comment, est-ce qu'il est loin du Burkina, est-ce qu'il a les données et les informations, est-ce même nous qui sommes au Burkina, les informations s'est filtrées parce qu'on n'a pas. Donc, mais nous pouvons en fait opiner que sur la base de ce que quand même il semble dire qu'apparemment, tout le monde est ici à double pour le pouvoir de la transition. Tout le monde va dans le sens de la transition par rapport à l'analyse sur Djibo. C'est ça, je dis je pense qu'il a une vision très, très erronée. Parce que ce n'est pas du tout une position du MPCR, si vous voulez, que nous adoptons. Nous avons fait une analyse, nous disons que la situation est très complexe. Et la réponse n'est pas que militaire. Voilà. Et il dit qu'il y a d'autres arguments, d'autres volets, d'autres moyens qu'on doit utiliser. Et ça c'est une réalité qui est là. D'accord. Voilà. Alors, Zancé, un instant, on va prendre le deuxième téléspectateur. Allô? Allô? Oui, allez-y, monsieur, présentez-vous. Ok, merci, monsieur Kaboré Aruna. Monsieur Kaboré Aruna. Kaboré. Ah, Kaboré Aruna. Allez-y, oui. Vous voulez intervenir sur quel sujet? Le cas de Djibo. Ok, allez-y. Et aussi pour ce qui concerne ceux qui seront à l'Assemblée. D'accord, allez-y. Je vais aller rapidement. Oui. Et vraiment, félicitations vraiment pour la qualité des échanges qui nous permettent vraiment de nous instruire. Merci. Et vraiment d'élever notre niveau de conscience. Alors, mais je voudrais revenir sur le cas de Djibo là. Il faudra que vous nous aidiez à nous situer clairement. Parce qu'il y a du mouta-mouta dans cette affaire-là. On ne sait pas ce qu'il y a. Alors que ça énerve les gens. Quand on dit que Djibo est attaqué, les gens font ceci ou cela et il n'y a pas de réponse. Alors qu'on sait qu'il y a un problème. Dites-nous le problème. Si c'est des enfants de Djibo qui sont attaqués leurs parents et rentrent, vous voulez qu'on fasse quoi par exemple? Si c'est ça aussi, dites-nous que c'est des enfants de Djibo qui attaquent leurs parents. Et ça c'est entre eux et on comprendra. Voilà. Mais c'est du mouta-mouta, on dirait qu'il y a un problème autour de ça. Non, éclairer les gens. Parce que les gens commencent à s'énerver. Et si ça gangrène, ça peut amener un autre problème
que l'on peut redouter plus loin. Donc aidez les gens, s'il vous plaît, les gens de la presse, voilà, en donnant l'information pour qu'on sache sur quel pied danser. D'accord. Et ça peut aider aussi le pouvoir en place pour asseoir un climat de sécurité pour que les gens puissent travailler. Alors, revenons au cas, par exemple, de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on revoie les choses, là, on rebatte les cartes. Si les gens vont à l'Assemblée encore pour la manger, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, il faut que ceux qui tiennent le pouvoir maintenant, là, qu'on revoie les choses. Les gens doivent pouvoir aller à l'Assemblée nationale pour travailler. Donc, les perdiens, comme on appelle ça, de 30 000 par jour, là, c'est bien. Si on leur ajoutait, par exemple, un salaire de 100 à 200 000, ça se comprendrait. Pourquoi ils vont aller? Ceux qui perçoivent un salaire, là, c'est ceux qui travaillent. Et leur travail, là, c'est quoi? Si c'est aller au truc parlementaire, pendant 90 jours, là, ils perçoivent quelque chose, 30 000 pour pouvoir aller y revenir. Peut-être là, il faut augmenter ça à 60 000, peut-être, pour que quand ils vont venir, ils puissent loger dans un hôtel, et s'héberger comme il faut, manger, et puis pouvoir repartir et représenter le peuple et parler en son nom. Si c'est pour vouloir venir se remplir le ventre, donc ce n'est pas la peine. Monsieur Cabré, voilà, oui. Peut-être que vous ne dites pas, mais il y a un pourcentage aussi de renonciation, comme disent souvent les économistes. Quand quelqu'un est engagé dans une instance comme ça, il y a quelque chose qu'il perd ailleurs. Et il faut qu'il récupère ça parce qu'il est là au nom de tout le monde, mais tout le monde ne prendra pas en charge ses problèmes à lui. C'est cela. Il y a un coup d'opportunité aussi par rapport à cette affaire-là. Il faut qu'on sache mes raisons garder pour apprécier ce coup d'opportunité pour que justement celui qui va à l'Assemblée ne prenne pas tout notre bras. Voilà. D'accord. D'accord. Merci bien pour avoir intervenu. Merci bien. Par rapport donc à la question de Djibo, on a été assez clair. Je pense peut-être qu'il ne nous a pas bien entendu. Nous avons dit que parmi les terroristes, il y a des enfants de Djibo qui se sont laissés enrôler pour combattre et attaquer leur pays. Des raisons sont X ou Y, puisque moi je pense que le fait aussi il y a aussi des problèmes de développement, et d'éducation, parce que c'est le sous-produit du terrorisme aussi, c'est le sous-développement. Ça aussi il faut le dire. Et c'est sur ça que nous disons qu'on peut travailler. Maintenant par rapport à la rémunération de ceux qui seront désignés pour l'Assemblée législative de la transition, moi je suis pour Nous avons dit d'entrée qu'il fallait le bénévolat, quitte à peut-être, parce que c'est pas une histoire de, je sais pas. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait le bénévolat. D'accord. Voilà. Alors oui, j'en sais. Voilà. Avant de rebondir sur la question des rémunérations, je voudrais parler de la question du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Comme Maître l'a développé longuement et largement, je ne pense pas que ça pourrait être un bal masqué. Et c'est vrai qu'il faut être scientifique dans les analyses, mais il faut aussi mettre un peu de dose d'optimisme pour pouvoir atteindre Et c'est pourquoi je parlais d'ailleurs de la stratégie, de la vertu pour nous, les hommes de médias, que le message puisse être saisi de ces personnes-là. Dans tout dialogue politique, il y a naturellement des compromis que chacun est appelé à faire, pour peu que ces compromis ne vous conduisent pas à des compromissions. Et c'est quand ces compromis que vous êtes en train de faire commencent à vouloir vous compromettre que vous allez voir que les gens vont rebattre les cartes pour effectivement changer de stratégie. Maintenant, pour parler précisément de l'Assemblée nationale, oui, j'ai aimé l'aîné quand il parle du bénévolat, mais je vais être aussi précis et sans filtre dans ce sens. Vous savez, ce pays n'a pas un manque d'argent. Non. Nous avons suffisamment d'argent, on en a assez, il y en a trop. On peut l'utiliser, on peut même... Moi, je ne comprends pas pourquoi on a réduit même le nombre des députés à 71. J'ai pris part aux assises nationales, j'ai voulu intervenir pour demander 111. Mais j'ai dit, comme les gens, de façon unanime, la commission technique, ou disons les technocrates, ont dit, quelle serait ma voix devant... Les gens ont dit 51, toi tu viens, tu parles de 111. On risque fort de te demander, mais tu viens pourquoi? Regardez, le bénévolat dont on parle là, vous venez pour défendre le peuple. Soyons logiques et rationnels avec nous-mêmes, M. Loukman. Vous venez pour défendre un État à l'Assemblée, un député à l'Assemblée nationale. Et vous voulez que le nivellement se fasse par le bas. Non, ce n'est pas intéressant. On ne demande pas de bousiller. Demandez juste aux gens de bien utiliser les ressources et de mieux traiter les députés. Un député qui travaille dans un bureau, si on est assis ici, on arrive à réfléchir, c'est parce que le plateau est vraiment bien spacieux et on est à l'aise. Voilà pourquoi on arrive à réfléchir. Merci, Zancé. On va prendre notre troisième téléspectateur. Allô? Oui, bonjour, M. Loukman. Bonjour, présentez-vous.
C'est Seydou Ouedraogo. Serge Ouedraogo. Seydou Ouedraogo. Ah, Seydou Ouedraogo. Allez-y, monsieur Ouedraogo. Ok, merci. Vous voulez intervenir sur quel sujet? Oui, sur la réconciliation. On n'a pas parlé de réconciliation ici aujourd'hui, hein, monsieur Non, Ouedraogo. bon, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord, allez-y. Ok. En fait, juste une parenthèse, dire que M. Comstebo n'a pas très bien compris, hein, selon moi, le frère du Togo. Je pense que pour faire très court, en fait, ça c'est selon moi ma compréhension, il veut parler d'un traitement de l'information avec 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire au temps du régime d'Europe, on mettait l'accent sur les différents problèmes, moins sur les solutions. Alors que cette fois-ci, si on vous suit bien sur le plateau, alors on met l'accent sur les différentes solutions plutôt que de mettre la plaie sur les différents problèmes. Alors qu'on s'attend à ce qu'on expose plus les problèmes pour que les autorités qui ont les capacités d'intervention puissent avoir l'information juste et pouvoir prendre les mesures idoines pour pouvoir intervenir. C'est comme ça que je vois son intervention. Maintenant, par rapport au cas de la Côte d'Ivoire, oui, là, je suis tout à fait d'accord avec Maître de Tambela, parce que, pour moi, il a vu juste. Alors, bientôt, ce serait la fin du 3e mandat de M. Alassane. Alors, si les choses restent en l'état, alors il court un gros risque après la fin de ce mandat, parce que ce n'est pas évident que les Ivoiriens puissent accepter un 4e mandat. Alors, on connaît aussi la capacité, j'allais dire, permettez-moi le terme, de révolutionnisation de certains politiques, surtout en Côte d'Ivoire. Alors, quand ces gens-là vont venir, quelle sera leur réaction par rapport à Alassane? Donc, ça pose problème. Voilà pourquoi il faut anticiper et un peu ménager, ceux qui pourraient être très dangereux, les ménager de cette façon. Et on a, je crois, 3 ou 4 ans encore devant nous. Et d'ici les 3 ou 4 ans, les choses, en fait, il n'y aura pas assez de vagues pour pouvoir menacer, lui, son existence surtout après. Donc, je comprends qu'il prenne ces mesures. Mais moi, en tant que jeune, pour moi, il faut toujours mettre la justice en avant parce que tant qu'on n'a pas la culture de la justice, on aura l'impression qu'à tout moment, on peut commettre des grands massacres et après, on passe à la phase chaque fois de réconciliation et voilà, le tour est joué. Je ne pense pas qu'il faut mettre dans la tête des Burkinabés, et surtout des jeunes qui sont en train de monter là, il faut mettre plutôt, je ne pense pas qu'il faut inculquer cette mentalité-là, mais plutôt la culture de la justice. Et je pense qu'avec la justice, on résout beaucoup de problèmes. Merci et bonne journée. Merci, M. Ouedraogo. Bon, attendez. Que j'intervienne d'accord. Suite. Alors, Monsieur Loukman, okay. voilà, je voulais dire simplement, très juste, et la justice, 30 secondes. 30 secondes. La justice doit naturellement être très opportune. Et la justice, il ne faut pas oublier, elle doit tenir compte de la justesse. Et quand vous prenez la justice pour la justice, vous risquez de passer à côté. On peut avoir un problème qu'on veut résoudre, mais le moment n'est pas favorable. Il faut faire table rase, il faut jouer balle à terre pour ne pas embraser la situation. Et finalement, je vais dire pour le cas Djibo, qui est actuellement vraiment assiégé, que nous invitons naturellement les autorités qui détiennent l'arsenal nécessaire, qui détiennent le pouvoir, la puissance de feu, à agir, à communiquer, mais à communiquer de façon professionnelle. Parce que c'est une autre stratégie. Le silence, le vide, donne à croire que rien n'est fait. Alors qu'en réalité, quelque chose est fait. Et j'aime toujours le dire, il ne faut pas apprécier une armée pour seulement ce qu'elle fait de visible sur le terrain. Mais il faut aussi l'apprécier pour ce qu'elle empêche de faire et que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, mais qu'avec votre esprit. Merci. Zancé, Ali. En fait, je ne pense pas que sur ce plateau, il y ait eu un changement en tant que tel dans la façon de traiter les choses. Lorsque la question du terrorisme a commencé ici, c'est sur ce plateau que nous avons dit que l'option militaire uniquement prise par le gouvernement n'est pas la meilleure option, qu'il faudra plutôt ajouter à l'option militaire une option diplomatique.
Je me souviens du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Alpha Bari, qui disait que lui, il avait un certain nombre de factures laissées par l'ancien régime et qu'il n'était pas question d'opter pour la question diplomatique. Il fallait plutôt aller vers le feu. Et nous avons dit non, il faut aller avec les deux aspects. Donc aujourd'hui, il y a une autre opportunité qui se passe, dont nous réitérons encore ce que nous avions dit il y a 5 ou 6 ans. Mais on n'a pas la possibilité de, comment je vais dire ça, on n'a pas la possibilité de dire au régime en place sa stratégie. Nous faisons canaliser et dire un certain nombre de choses, et c'est au régime qui est en place de choisir l'option qui lui paraît le mieux pour sortir les Burkinabés de la situation. On va prendre notre 4e téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Boudou. Bonjour, monsieur. Pour ne pas polémiquer, je pense que mon prédécesseur qui a intervenu a bien expliqué ce C'est monsieur Didier de Lomé? Du Togo toujours, oui. Ou du Togo, je pense que mon prédécesseur a bien expliqué ce que je voulais dire. D'accord. Et puis, je voulais vous dire sur la Côte d'Ivoire, monsieur Ibodo, j'ai 55 ans, tout ce qui n'est pas basé sur la justice revient toujours. Tant qu'il n'y aura pas la justice en Côte d'Ivoire, tous ces problèmes dont vous parlez reviendront un jour encore. Tant qu'il n'y a pas la justice d'abord, avant la réconciliation, prenez cas où ça va revenir encore toujours. C'est quoi vous appelez, monsieur Didier, c'est quoi vous appelez la justice? Oui. C'est quoi vous appelez la justice? C'est que les gens aillent devant les tribunaux. Celui qui a tort, on lui donne tort. Celui qui n'a pas raison, c'est la même chose qui se passe au Burkina. Même les Gachacha. Je voudrais poser une question. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas... En Afrique, nous on est africains, vous êtes Togolais, il y a des Burkinabés, des Ivoiriens. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes de justice qui existent en dehors des tribunaux? C'est une question. Même le Gachacha, c'est la justice. Non, moi je ne parle pas de justice des Blancs. Le Gachacha, c'est la justice. Même le Gachacha dont vous parlez au Rwanda, c'est la justice. Les gens sont patients. Le Gachacha envoie les gens en prison, non? Au Rwanda. Même la justice. On a nos formes de justice. On peut envoyer les gens en prison. On ne veut pas venir me dire non, on a une justice en Afrique qui parle plus qui se base plus sur le pardon que sur la justice. La justice avant le pardon. La justice vient et le pardon vient après. Donc tout ce qui, même que ce soit les Soros, les trucs là, tout ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à venir répondre. Après, on peut les amnistier. D'accord. Mais mettre le pardon avant la justice, ça ne peut pas aller. D'accord. Merci, M. Didier. C'était juste pour qu'on échange ensemble sur ce sujet. Effectivement, il vient de préciser donc ce qu'il pensait, mais je pense que c'est des impressions. Il a des impressions quand il pense que dans le temps, nous, on se focalisait sur les problèmes que sur des solutions. C'est faux. Ici, on soulevait des problèmes et en même temps, on proposait des solutions. La différence, c'est que peut-être les autres n'écoutaient pas. Merci. Voilà. Mais maintenant, non. Je vais quand même dire quelque chose. Vraiment, en 30 secondes, parce qu'on est au thème de l'émission. Ici, nous sommes pour la justice. Ce que nous ne voulons pas, c'est la justice politique. Voilà. Merci. Évariste Fossin-Concebo, on est au thème donc de cette émission. Je voudrais juste vous présenter ce livre-là, Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation. Voilà, vérité, catharsis et renaissance nationale. C'est une œuvre de moi-même que je voulais donc vous présenter. Et voilà, vous demander de l'acheter, de le lire, et puis on continuera le débat sur les questions de réconciliation. Alors je l'offre à quelqu'un sur le plateau ici. Je préfère donner à Maître Tambel. Voilà. Merci, Maître. En tout cas, plus de moyens pour acheter les livres. Effectivement, bon, il faut reconnaître que c'est le deuxième ouvrage de Loukman Sawargo. Merci. C'est à saluer pour 2 raisons. La première raison est qu'au Burkina Faso, très peu de gens osent l'exercice intellectuel. Et donc, c'est à encourager sur ce plan-là. Et la deuxième raison est que, bon, sur le plan de la forme, c'est mieux que son premier ouvrage. Et ça se lit bien, c'est bien relié. Et le contenu aussi est plus intéressant. Notamment, vous avez une partie, n'est-ce pas, où il propose, n'est-ce pas, la main tendue entre Blaise Compaoré et puis Roch Kaboré, comme symbole de paix. Effectivement, les deux se sont combattus, ils ont tous perdu le pouvoir. Donc maintenant, chacun a compris. Donc, ils peuvent être le symbole de merci, Maître. Avec ces mots-là qu'on va boucler. J'étais donc avec Zancé. Merci. J'étais avec Zancé Lebouré-Crépin. Il est expert en communication et sécurité. Merci Zancé d'être passé sur ce plateau. Évariste Fossin-Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une
une association de défense des droits de l'homme. Merci Évariste. Maître Kielme Apoune Tambela, avocat inscrit au barreau, président du CRI, Centre de recherche internationale et de stratégie. Et enfin, Mamadou Ali Kompaoré, journaliste, enseignant à l'ISTIC. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Presse Éco la semaine prochaine, si Dieu le veut.